Chapitre 15. Debout parmi les membres nouvellement acceptés dans la force auxiliaire de police, je ressens le poids de cette nouvelle responsabilité. La liste des admis, affichée en évidence, souligne notre réussite. Je cherche Jack des yeux, mais ne le vois pas. Clara, à mes côtés, rayonne de joie. Pour elle, c'est un rêve devenu réalité, un premier pas vers son objectif de devenir officier de police. Sa joie est contagieuse, mais contraste avec mes sentiments plus mitigés. Cette réussite, bien que significative, s'accompagne de la lourde conscience des défis à venir. Pour moi, ce rôle n'est ni une question d'honneur, ni un moyen d'impressionner ma famille, c'est une nécessité financière. Cela me permettra d'aider mes parents et de conserver notre maison familiale située dans un quartier sûr et familier. C'est ce qui compte vraiment pour moi. Cet engagement à temps partiel, en parallèle de mes études scientifiques, n'est qu'un moyen d'atteindre mon véritable objectif. Dans 3 mois, après ma nomination au corps des scientifiques du consortium, j'espère rejoindre les laboratoires du conglomérat Lavie. C'est ce que je souhaite. Contribuer au développement de nouveaux vaccins et de nouvelles technologies pour aider l'humanité. Je suis réaliste quant aux difficultés financières que je rencontrerai en tant que scientifique débutante. Ce travail à temps partiel dans la police, bien qu'exigeant, est essentiel pour assurer la stabilité financière de ma famille pendant cette transition. Mes activités consisteront principalement à effectuer des tâches administratives au bureau de police. Les patrouilles et les interventions sont réservées aux officiers à plein temps. Cela me convient très bien. C'est juste étrange d'avoir dû passer des tests aussi difficiles pour finalement répondre au téléphone et rédiger des rapports. Néanmoins, ce sera une expérience intéressante de découvrir d'autres aspects de la société en dehors de mon laboratoire. Le visage de Clara, illuminé par la joie, me rappelle les aspects positifs de cette situation. À l'aube de ce nouveau chapitre, je suis consciente des défis à venir en jonglant avec ce travail et mon dernier semestre d'études scientifiques. Les soirées seront longues, le travail plus exigeant, mais je suis déterminée. Je ne suis plus une stagiaire, je suis maintenant une recrue. Le matin porte en lui une douceur paisible, alors que je me dirige vers le mur du bâtiment près des bois, un lieu qui semble appartenir à un autre monde, loin de la célébration dans la grande salle. C'est le repère de Jack. Bref, l'endroit où je peux quasiment toujours mettre la main dessus en journée. In est là, adossé au mur avec une aire de profonde contemplation. Il semble perdu dans ses pensées, en contraste frappant avec la joie exubérante des autres recrues. M'approchant de lui, je garde une expression composée neutre. Malgré le fait d'avoir vu son nom sur la liste des acceptations, il ne partage pas une excitation visible. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui pèse sur son esprit. « Salut, tu ne veux pas célébrer avec les autres ?» Je demande, brisant le silence entre nous. Jack se contente de hausser les épaules en réponse, puis se tourne lentement vers moi, son regard portant une complexité que je ne parviens pas tout à fait à déchiffrer. Il y a une profondeur dans son regard qui suggère un tourment caché sous son extérieur impassible. « Puisque tu as été admis, » je continue, offrant l'information au cas où il ne serait pas au courant, autre chose semble te tracasser. Je sonde doucement, espérant qu'il s'ouvrira. La réponse de Jack est énigmatique. Je dois prendre une décision et je ne suis pas sûr qu'elle soit sûre ou stratégiquement judicieuse, dit-il, son ton empreint de quelque chose d'inexprimé. « Parles-tu de la nuit dernière ?» je demande un peu perdu, tentant de relier les points. « Non, à propos de mon avenir, » commence-t-il, mais il est évident qu'il hésite à s'aventurer plus loin sur ce sujet. Au lieu de cela, il dévie brusquement la conversation. « Je sors ce soir, tu veux venir avec moi ? Je veux dire, pas en me suivant dans l'ombre. » Son clin d'œil est inattendu, me prenant au dépourvu. Surprise par le changement soudain dans son humeur, je ne peux qu'acquiescer en réponse. Son invitation, aussi décontractée puisse-t-elle paraître, me semble comme un petit pont jeté par-dessus le gouffre d'incertitude qui s'est creusé entre nous. Alors que je me tourne pour partir, laissant à Jack l'espace pour ses pensées, il tend la main dans un geste soudain, inhabituel, et m'arrête. Dans ma paume, il dépose un bout de papier, une feuille pliée en 4, une relique tangible d'une époque révolue. Je baisse les yeux dessus, mes doigts effleurant sa surface texturée,
et j'aperçois son écriture griffonnée à travers. La vision en est presque choquante dans son anachronisme. Dans notre monde de communication numérique et de messages audio, ce griffonnage sur papier ressemble à un messager venu du passé. L'écriture de Jack est irrégulière, en contraste frappant avec les polices soignées de nos écrans, et il y a quelque chose de profondément personnel à cela, un morceau de lui transféré sur le papier. Alors que je me tiens là, tenant la lettre, Jack se retourne et s'éloigne, me laissant avec ce cadeau inattendu. Le papier semble lourd dans ma main, pas seulement de par sa forme physique, mais par ce qu'il représente. Jack ne m'apparaît pas comme le type romantique, celui qui écrit des lettres d'amour comme les personnages des fables anciennes. Pourtant, me voici tenant un morceau de lui, une connexion tangible à la fois intime et mystérieuse. Je déplie lentement la lettre, un sentiment de curiosité se mêlant à une myriade d'émotions. Je tiens la lettre entre mes mains, mes épaules tombent sous le poids de la surprise et de la réalisation. Ce n'est pas une lettre d'amour, évidemment. Qu'est-ce qui m'a pris de penser une chose pareille? C'est de Jack, après tout, et non du dieu de la subtilité romantique. Je roule des yeux devant ma propre stupidité. Évidemment, c'est une méthode de communication non traçable. Un frisson parcourt mon bras supérieur où est fixé le dispositif d'identification. Je commence à lire. Eva, je ne suis pas sûre de tout ce qui est surveillé avec le dispositif d'identification implanté sur notre peau. Je suspecte qu'ils suivent chacun de nos mouvements, peut-être même qu'ils écoutent. Nous ne pouvons pas communiquer librement, c'est trop risqué. Tu dois pirater l'appareil, bloquer ce qu'il envoie. Avec ça sur nous, nous ne serons jamais vraiment libres. Je ne sais pas faire ça, mais toi, tu es brillante, Eva, tu vas trouver un moyen. Détruis cette lettre. N'oublie jamais, il nous observe, il nous écoute peut-être. Jack, ces mots envoient des frissons glacés sous ma peau. Un mélange d'angoisse et d'urgence. Mon cœur bat à tout rompre, résonnant dans mes oreilles. Une lettre d'amour aurait été tellement plus simple à digérer. Mais celle-ci, c'est un cri de ralliement, un appel à plonger dans un monde de danger et de rébellion. Je m'approche d'une jeune recrue avec désinvolture, lui empruntant son briquet. Pendant que je brûle la lettre, regardant le papier se tordre et se consumer en cendres, je lui rends son briquet en m'esclaffant. Quel idiot ce mec! Mes talents d'actrice sont assez convaincants aujourd'hui. Alors que je regarde le papier se transformer en néant, mon esprit tourbillonne face aux implications des mots de Jack. La tâche qu'il m'a confiée est complexe, une incursion dans les technologies de surveillance du consortium. Le dispositif d'identification, une présence constante sur notre peau, un observateur silencieux, me semble maintenant comme un carcan que je dois briser. Les cendres de la lettre s'envolent, emportées par une brise légère, une libération symbolique des mots qu'elle contenait. Pourtant, le message persiste, un poids sur ma conscience. Ce qu'il me demande est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En m'éloignant, une prise de conscience profonde m'éclaire. Cette sensation constante d'être surveillée, à laquelle je voulais accepter, pèse soudain lourdement sur mon moi. Jack a raison, on a besoin d'une vie privée, d'un espace où on peut être libre, loin des regards indiscrets du consortium. La tâche qui m'attend est difficile. Ce n'est pas aussi simple que de désactiver le dispositif. Une telle action déclencherait immédiatement des alarmes, attirant l'attention et l'intervention des officiels. J'ai besoin d'une approche plus subtile, plus ingénieuse. Je dois déjouer ce système conçu pour surveiller chacun de nos mouvements. Le défi consiste à réussir d'une manière ou d'une autre à prendre le contrôle des communications de l'appareil et de les manipuler, pour créer des instants où je peux devenir invisible. Cela nécessite un niveau de compétence technique et d'ingéniosité qui dépasse tout ce que j'ai tenté jusqu'à présent. Tandis que je me fonds dans le flot des recrues se déplaçant à travers l'académie, mon esprit s'emballe avec des possibilités et des stratégies. Pirater le dispositif d'identification, manipuler ces données sans être détecté, est une tâche qui mettrait à l'épreuve les limites de mes capacités. Mais l'idée de reconquérir un morceau de ma liberté, aussi minime soit-elle, est une motivation puissante. Le déjeuner avec Clara est étrange. Je suis sur le fil du rasoir, cherchant désespérément des sujets de conversation qui ne trahiront pas mes penchants subversifs. Alors que nous sommes assises l'une en face de l'autre,
la cafétéria bourdonnant autour de nous, je me retrouve à peser chaque mot, évaluant ce que je peux partager et ce qui doit rester caché. C'est une danse de discrétion, un numéro d'équilibriste qui est devenu une partie intégrante de notre amitié. Clara parle à toute vitesse de sa journée, son enthousiasme pour le nouveau travail est palpable dans ses gestes animés et ses yeux pétillants. Elle se penche en avant, ses mots déferlent dans un torrent de joie. Je souris, acquiesçant, mais une partie de moi est distante, retenant le flot de secrets que je ne peux divulguer. Elle s'arrête en plein milieu de sa phrase, sa fourchette à mi-chemin vers sa bouche, et me lance un regard curieux. « Tu es silencieuse aujourd'hui, Eva. Tout va bien ?» Sa voix est teintée d'inquiétude. Je force un sourire, jouant distraitement avec la nourriture dans mon assiette. « Oui, juste beaucoup de choses en tête, » je réponds, les mots imprégnés d'une vérité plus profonde qu'elle ne le réalise. C'est une réponse sincère et pourtant dissimulée, un bouclier pour la protéger, elle et moi. Clara se penche par-dessus la table, sa main effleurant brièvement la mienne. « Si tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, » propose-t-elle, sa sincérité éclatant au grand jour. Il me faut d'urgence une explication plausible. Je dois trouver quelque chose à lui dire, et vite. Prenant une profonde inspiration, je décide de lui parler à propos de la nuit dernière, l'escapade inattendue dans ma chambre avec Jack. Je me retrouve à hésiter, une rougeur montant à mes joues, alors que je plonge dans les détails plus intimes de ma nuit. C'est une chose d'y penser, tout autre de le dire à haute voix. Tandis que je raconte les détails, ma voix baisse, et je n'arrive pas tout à fait à croiser son regard. La gêne est palpable, une chaleur que je ne semble pas pouvoir dissiper. Trouver du plaisir dans la présence dominante de Jack, c'est comme exposer une partie cachée de moi-même, un côté qui me gêne et me surprend en même temps. La réaction de Clara, cependant, est inattendue. Ses yeux s'écarquillent et elle se penche vers l'avant, sa surprise initiale se transformant rapidement en fascination. « C'est tellement excitant !» s'exclame-t-elle sur un ton d'émerveillement. Il est clair qu'elle trouve l'action palpitante. Sa réaction me surprend et, l'espace d'un instant, mon embarras se fond dans une sensation de chaleur et de complicité. Nous partons toutes les deux dans un éclat de rire, la tension de notre échange se dissipant. C'est une bouffée de légèreté au cœur de mes émotions tumultueuses, un rappel précieux de la connexion que Clara et moi entretenons. Ensuite, je me retrouve à lutter avec la complexité de mes sentiments pour Jack. Son indifférence aujourd'hui, comme si notre rencontre n'avait jamais eu lieu, ne fait qu'ajouter à la confusion. Clara écoute attentivement, son expression passant de la surprise à l'inquiétude. « Eva, cela semble compliqué, » dit-elle avec prudence. « Jack n'a jamais été du genre à s'engager dans des relations. Tu sais ça, n'est-ce pas ?» Je hoche la tête, un sourire mélancolique traversant mes lèvres. « Je sais, c'est vrai, mais il y a quelque chose chez lui. Je ne semble pas pouvoir lui résister. C'est comme si à chaque fois qu'il est prêt, toute logique s'envolait par la fenêtre. » J'hésite, mon regard se perdant au loin. Et pourquoi doit-il être la réincarnation d'Adonis, venu me tourmenter, moi pauvre humaine ? Je demande, une pointe de frustration se glissant dans mon ton. Le rire de Clara perce la gravité de notre discussion, allégeant l'atmosphère un instant. Peut-être qu'il n'est pas Adonis, mais plutôt le dieu séducteur des enfers, Hadès, dit-elle, ses yeux pétillants d'amusement. Comme elle a probablement raison, je grimace intérieurement. « Mais es-tu vraiment à l'aise avec juste une relation physique ?» me demande-t-elle. J'hésite, considérant sa question. L'idée d'une relation purement physique avec Jack est tentante. Cela pourrait être simplement cela, j'admets lentement. Jack n'est pas le genre à vouloir quelque chose de plus. Et je pense que cet arrangement peut me convenir, faut juste profiter du moment. Clara me lance un regard sceptique, puis hausse les épaules, une lueur espiègle dans le regard. « Comme tu le sens, et profitant bien, ma belle, » dit-elle, un sourire grand sur son visage. Nous rions toutes les deux, nos rires résonnant de notre compréhension mutuelle et du lien de notre amitié. C'est un moment de légèreté au milieu du tumulte émotionnel. Dans le calme de ma chambre, je range méthodiquement mes affaires, chaque objet me rappelant le temps passé ici, à l'académie. Demain, nous retournerons à nos vies antérieures, dans l'attente de notre accréditation pour rejoindre la police de nos districts respectifs en tant qu'auxiliaires.
Alors que je plie mes vêtements et range mon ordinateur portable, mon esprit s'égare vers le retour imminent à l'université pour mon dernier semestre. C'est une pensée douce amère, laisser ce monde violent derrière moi et me rapprocher d'un avenir vers lequel j'ai tant œuvré. Clara va me manquer, sa présence étant une constante réconfortante dans le paysage. Et puis, il y a Jack. Lui aussi sera sur le campus, terminant son dernier semestre. La rencontre de ce matin avec lui persiste dans mon esprit, ses mots concernant la prise de décision énigmatique quant à son avenir résonnant dans mes pensées. Toujours si mystérieux, je me dis en moi-même, un demi-sourire flottant sur mes lèvres malgré la confusion qu'il apporte souvent. Arrête de cogiter et amuse-toi un peu ce soir. Accompagner Jack est une excellente occasion pour faire la fête. Son invitation m'a semblé être davantage une sortie entre potes qu'un date. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut pour décompresser. Une occasion de mettre le mode sérieux sur pause, ne serait-ce que pour quelques heures. On va s'éclater, je me dis en souriant. Maintenant, mon esprit retourne involontairement à la nuit dernière. Le souvenir est comme un tourbillon, soulevant une tempête d'émotions en moi. Les souvenirs vifs envoient des vagues d'excitation déferlent à travers mon corps. Est-ce que j'ai envie de recommencer? Bien sûr que oui. Il faudrait être folle pour refuser un tel plaisir. La manière dont il me regardait, l'électricité de son toucher, le plaisir sans limite quand sa bouche se trouvait entre mes jambes, la sensation exquise quand il était en moi. Tout cela revient dans un déferlement de sensations qui me laisse sans souffle. Il y a une sauvagerie dans ces souvenirs, une intensité fervente que je n'ai jamais expérimentée auparavant. C'est comme si Jack avait déverrouillé une partie de moi que j'ignorais, éveillant un désir pour quelque chose de plus sombre. Pourtant, au milieu de ce tourbillon d'émotions, subsiste un courant sous-jacent d'incertitude. Mon appréciation de la connexion physique est indéniable, mais elle est entremêlée de questions sur la sécurité de ce jeu auquel nous nous adonnons. Est-ce que je joue avec le feu, destiné à me brûler? Ces pensées tournent dans mon esprit, une danse chaotique de désir et de doute. C'est une sensation à la fois exaltante et terrifiante. Je me tiens au bord d'un précipice inconnu, prise entre la sécurité du familier et l'attrait de l'inconnu. Alors que je réfléchis à l'endroit où nous pourrions aller, mon esprit s'évade vers le monde périphérique où les amis de Jack, tels que Lucas, Jade et Rico, se trouvent, un lieu palpitant de vie, affranchi des dispositifs d'identification. Mais soudain, la réalité me frappe. Ce dispositif au bras est un moniteur constant de nos mouvements. Jack ne peut plus s'aventurer dans ce monde, pas sans risquer d'être suivi. Cette prise de conscience tempère mon enthousiasme initial, jetant une ombre sur la perspective de notre sortie nocturne. Le dispositif d'identification est une laisse, un rappel constant du contrôle que le consortium exerce sur nous. Jack, avec ses liens vers le monde du underground, les combats, ses amis, ils existent tous en dehors des limites de cette réalité surveillée. Comment va-t-il naviguer à travers cela? Devra-t-il couper complètement les ponts avec cette partie de sa vie? Une nécessite, un devoir m'assaille. Je dois trouver un moyen de pirater cette maudite chose, je murmure, l'idée prenant racine. L'idée de briser la technologie qui nous lie intimidante, mais c'est un défi que je me sens obligée de relever. Pour Jack, pour moi-même, pour la liberté que cela pourrait apporter. Déterminée, je me dirige d'un pas assuré vers le laboratoire de l'installation. C'est un point de départ, un lieu rempli d'appareils qui pourraient bien détenir la clé de notre anonymat. Le laboratoire se dresse devant moi, une caverne regorgeant d'instruments de mesure, de systèmes de stockage de données et d'outils de diagnostic en tout genre. Les recrues ont délaissé leurs exercices pour les festivités du jour. Le laboratoire est agréablement désert. C'est l'occasion rêvée pour mener mon enquête en toute discrétion. Malgré le vide apparent, une onde de peur me traverse. Le risque d'être découverte ici est élevé. Je suis parfaitement consciente que je n'ai aucune raison légitime de me trouver dans cette partie de l'établissement à cette heure. Mon esprit s'emballe pour fabriquer une explication plausible. Je suis ici pour... Voyons, préparer mon examen du nouveau semestre sur la propagation des ondes ultrasonores. Parfait, un sujet suffisamment complexe pour éloigner les questions. Je prends une profonde inspiration
et commence à assembler un éventail de dispositifs de pointe. Capteurs micro-ondes, caméras infrarouges, détecteurs UV et détecteurs de rayons gamma. Chaque pièce d'équipement me semble être un composant d'un puzzle plus vaste, une étape vers le dévoilement des secrets de l'appareil d'identification. Mes mains bougent avec une précision entraînée, calibrant et ajustant les instruments. Les écrans s'animent, baignant le laboratoire d'une lumière palpitante. Alors que je me plonge dans l'analyse du signal, je découvre que le dispositif d'identification fonctionne dans la partie micro-ondes du spectre électromagnétique, utilisant une fréquence de 5 GHz. C'est une information cruciale, mais ce n'est que le début. Les données transmises par l'appareil sont cryptées, un labyrinthe de codes et de chiffres conçus pour protéger ses secrets. Le décryptage est au-delà des capacités des outils à ma disposition ici. La frustration se mêle à la détermination. Alors que je plonge plus profondément dans l'analyse des signaux de l'appareil d'identification, il devient de plus en plus évident que le défi à relever est redoutable. Les données qu'il transmet sont enveloppées de couches de cryptage, un puzzle complexe conçu pour dissimuler son contenu. Pour franchir cette forteresse numérique, je réalise que trouver la clé décryptage est crucial, mais c'est une tâche bien au-delà de mes connaissances. Les outils dont j'ai besoin pour cette entreprise sont spécialisés. Je pense à un logiciel cryptographique avancé capable de percer des algorithmes de cryptage complexes. Peut-être quelque chose qui s'apparente à un ordinateur quantique, capable de traiter d'immenses quantités de données à grande vitesse. De tels équipements ne se trouvent pas simplement à traîner dans le laboratoire de l'Académie de police. Je dois obtenir l'accès aux ressources high-tech d'un centre de recherche. Dans ma quête, je pense à un individu de l'université. Ce génie du numérique est surnommé le Nerd King. Je dois découvrir son vrai nom. Observé dans les labos, il semble toujours plongé dans ses écrans de code. Un véritable artiste du codage. Il me faut une stratégie subtile pour l'approcher, une qui ne l'effraie pas, mais l'incite à collaborer. Nos interactions, limitées à des discussions techniques ou à de brefs échanges durant les cours, doivent évoluer. Ma mission est trop cruciale pour le moindre bafouillage. J'ai besoin de son aide. Il est peut-être ma seule chance de développer le logiciel essentiel pour décrypter ces données. Alors que je me tiens au milieu des machines bourdonnantes et des lumières clignotantes du laboratoire, un sentiment de détermination se cristallise en moi. La tâche qui m'attend est délicate, m'incitant à naviguer entre prouesse technique et discrétion. Un seul faux pas peut non seulement de rendre tous mes efforts inutiles, mais aussi de dévoiler mes intentions au regard perçant du consortium. Une vague de panique commence à monter le long de ma colonne vertébrale. Pourtant, je me force à la réprimer, sachant que la maîtrise de moi-même est mon seul bouclier dans ce jeu masqué. Avec cette prise de conscience, j'éteins méticuleusement l'équipement, veillant à ce qu'aucune trace de mon activité subsiste. Mon esprit est en ébullition, élaborant des plans et des contingences alors que je quitte le laboratoire. La nuit qui s'annonce promet un court répit, une évasion momentanée en compagnie de Jack, mais le véritable travail se profile à l'horizon. Alors que je retourne à ma chambre, mes pensées sont accaparées par la soirée à venir. Le souvenir de la nuit dernière avec Jack persiste. Un mélange d'anticipation et de nervosité s'agite en moi. Je décide de ne pas porter la robe fleurie cette fois-ci. Ses couleurs vives semblaient attirer trop d'attention au bar. Perdu dans mes pensées, je suis brusquement ramené à la réalité lorsque le caporal Miles apparaît devant moi. Sa voix est ferme, incontestablement militaire. « Voss, vous devez vous rendre immédiatement au bureau du commandant Ask, ordonne-t-il. Un frisson d'inquiétude me parcourt l'échine. Pourquoi le commandant Ask voudrait-il me voir? La panique s'infiltre dans mes pensées. Serait-ce à propos de mon enquête sur le dispositif d'identification? Une vague de peur me traverse. Ai-je laissé une trace quelconque dans le laboratoire? Mes intentions ont-elles été découvertes? Je sens mon visage se vider de sa couleur, mais je parviens à me ressaisir. Il est crucial que je maintienne une façade calme. Après un signe de tête au caporal Mills, je dirige mes pas vers le bureau du commandant Ask, mon esprit imaginant tous les scénarios possibles. Alors que je marche, mes pas résonnent dans le couloir vide, reflétant la gravité de la situation.
Les couloirs de l'académie semblent être un labyrinthe menant à une confrontation incertaine. Arrivé à la porte du bureau, je marque une pause, un instant, prenant une profonde inspiration pour stabiliser mes nerfs. Je dois être prudente, garder mes émotions sous contrôle. Quelle que soit la raison de cette convocation, je dois être prête à y faire face sans dévoiler mon tumulte intérieur. Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.